L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice d'une affaire de génocide accusant l'État d'Israël, c'est-à-dire précisément la violation de la Convention des Nations Unies contre les génocides. Comme beaucoup l'ont déjà bien expliqué, ce n'est pas la Cour pénale internationale qui juge des personnes physiques, mais la Cour de justice internationale qui peut juger des États souverains. Elle a que très peu de pouvoir concrètement, en tout cas de pouvoir contraignant. Par contre, elle a un pouvoir médiatique et politique absolument remarquable, ce qui fait que ce cas est extrêmement sérieux. Et tout le sujet de cette vidéo est bien sûr que ce cas est extrêmement sérieux et qu'on peut même voir à quel point il est sérieux à la proportion de sa couverture dans les médias d'extrême occident, parce que les médias des BRICS le couvrent abondamment, et on va voir pourquoi. Maintenant, si je dois résumer cette vidéo sur la lecture, disons, de la géopolitique israélienne, je ne peux pas être plus clair que de dire qu'Israël n'a que deux futurs possibles. Un futur où ses ennemis sont devenus ses amis, et où Israël s'est comporté comme un stabilisant régional, a reconnu, bien entendu, un État palestinien. Il va falloir mûrir un peu et accepter cette réalité, et a fait de ses anciens ennemis ses amis. C'est ce qu'on voit dans la Bible avec les Philistins du temps de David, qui a donc des gardes du corps philistins, enfin un certain équilibre dans la région. Soit Israël fait de ses ennemis ses amis, et elle aura un futur radieux, soit Israël va faire de tous ses amis ses ennemis. Et c'est vraisemblablement ce que l'administration Netanyahou, Ben Gvir, Smotrich, le trio infernal, est en train de faire. C'est très certainement pour ça d'ailleurs qu'une grande partie d'Israël est toujours dans la rue malgré l'état de guerre de leur pays, parce qu'ils considèrent que l'administration actuelle ne les guide pas vers l'avenir le plus intéressant pour leur pays. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est de plus en plus d'alliés d'Israël se détourner d'eux et les dénoncer même. Donc on a notamment des acteurs, de très grands acteurs reconnus. Je vous parle notamment de Charles Dance, celui qui jouait Tywin Lannister dans Game of Thrones, qui ont relu l'acte d'accusation de l'Afrique du Sud contre Israël. Et puis on a vu 400 000 manifestants à Washington, 400 000, avec certaines grandes figures aux États-Unis, comme le docteur Omar Suleiman, qui ont adressé la foule de 400 000 manifestants à Washington. Vous ajoutez à ça que Biden, bien sûr, est censé préparer... L'administration Biden est censée préparer la réélection de ce personnage qui est à la Maison-Blanche aujourd'hui et n'a pas particulièrement envie de diviser le pays de cette façon. Or, c'est déjà le cas. Et vous avez d'autres figures, même en Extrême-Occident, je pense à Greta Thunberg, qui ont pris parti pour la cause palestinienne. Donc, la situation pour Israël est très mauvaise si le pays ne change pas son fusil d'épaule, ne mûrit pas, ne grandit pas, ne devient pas mature, vraiment politiquement, continue à caresser des rêves complètement délirants qui ont été normalisés par une partie de l'administration Netanyahou, mais qui étaient considérés comme complètement fêlés et complètement psychopathologiques par l'administration d'Isaac Rabin à la fin des années 90. Voilà les deux avenirs qu'Israël a devant elle. Un avenir où par sa maturité, et elle revient de loin, eh bien ses ennemis sont devenus ses amis, ou un avenir où ses meilleurs amis vont se détourner d'elle, la répudier complètement, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec la réaction aux États-Unis, bien sûr les États-Unis étant un allié inconditionnel d'Israël depuis les années 60. Pas plus tôt, mais depuis les années 60. Bon. Alors, qu'en est-il exactement? L'Afrique du Sud a déposé donc 84 pages d'actes d'accusation, un acte qui est extrêmement sérieux, solide, étayé, et qui a nécessité bien sûr une réponse de la part d'Israël, sur laquelle on va revenir parce que cette réponse aussi démontre pas forcément une certaine désinvolture de la part de l'administration Netanyahou, mais en tout cas des erreurs tactiques et stratégiques très importantes. Alors, d'une part, l'acte initial, les plaidoiries accusent Israël d'avoir deux aspects de la culpabilité, ou en tout cas d'une raison suffisante pour que la Cour internationale de justice exige des mesures conservatoires. Ce qu'elle peut faire. Après, les mesures conservatoires peuvent être ignorées, mais comme vous allez le voir, on n'est pas réellement dans un acte juridique, on est dans un acte politique.
pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens où une guerre se gagne politiquement. Je vous avais rappelé que dans le cas du Vietnam, un général vietnamien avait dit au général Westmoreland américain, qui lui avait dit, donc, vous ne nous avez jamais battus sur le terrain. C'est Westmoreland qui disait ça au général vietnamien. Et le général vietnamien lui avait répondu, vous avez peut-être raison, mais c'est totalement hors sujet. Puisqu'on n'est pas là pour vous battre sur le terrain, on est là pour vous battre politiquement. On est là pour faire en sorte que cette guerre devienne une honte pour votre propre population, pour que les Américains eux-mêmes répudient cette guerre, considèrent qu'elle n'est pas légitime, et c'est là qu'on vous aura battu, les Vietnamiens, parlant, donc le FLN, premier FLN, Front de Libération Nationale Vietnamien, parce que Viet Cong c'était une insulte, avait dit aux généraux américains, et ils avaient tout à fait raison, c'est la victoire politique. Et pour parler bien sûr de l'autre et plus connu FLN en Méditerranée maintenant, le Front de Libération Nationale algérien, c'est la victoire politique qu'il a obtenue, pas la victoire militaire, qui était elle aussi hors sujet. C'était la victoire politique qui était l'objectif. Or, dans le cadre d'une victoire politique, ah oui, une décision de la Cour internationale de justice, c'est gravissime et ça va toucher même des Israéliens qui vont s'interroger sur la réaction d'une administration qui n'était pas très populaire. Certes, au début, vous avez ce sentiment bien sûr que le pays est attaqué et que tout le monde doit se ranger derrière Netanyahou, mais j'insiste sur le fait que la rue israélienne aujourd'hui n'est pas tout à fait de cet avis, pour des raisons qui sont assez évidentes. Ce notamment parce que avant le 7 octobre, il y avait de toute façon des menaces de coup d'État, selon certains, de coup d'État constitutionnel de l'administration Netanyahou sur Israël avec la réforme de la Cour suprême et de la justice en général en Israël. Donc ces doutes-là, c'est l'enjeu de ce qui va se passer avec cette affaire devant la Cour de justice internationale, la Cour internationale de justice. Alors... Dans le contexte, évidemment, vous avez deux aspects. Vous avez la mens rea et l'actus reus. Ça, c'est dans les origines romaines germaniques, mais latines du droit, mais vous les retrouvez dans le droit anglo-saxon. Vous avez vu d'ailleurs des avocats plaider avec la perruque, etc. C'est le droit anglo-saxon. Les représentants de l'Afrique du Sud n'ont pas voulu la porter pour tout un tas de raisons. Mais même dans le droit anglo-saxon, vous avez ces deux aspects, mens rea, actus reus. Alors mens rea, ça veut dire quoi? Ça veut dire votre esprit est coupable. Vous aviez l'intention de réaliser ce crime. Ça rentre aussi dans ce qu'on appelle les circonstances aggravantes, parce que vous pouvez tout à fait être condamné pour homicide involontaire, mais si vous démontrez que vous n'aviez aucune intention de commettre un crime ou de commettre un meurtre, eh bien, vous pouvez au pire être jugé coupable d'homicide involontaire. Là, il n'y a pas de génocide involontaire. Enfin, c'est-à-dire, il pourrait, s'il y a un accident nucléaire et que cet accident nucléaire est mystérieusement circonscrit à une zone précise. Bon, je crois que c'est évidemment jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on se pose ce genre de questions. Mais en l'occurrence, vous avez compris que pour une accusation de génocide, le plus important, c'est la mens rea, c'est-à-dire de démontrer qu'il y a une volonté organisée de la part de représentants de l'État d'éradiquer une population. Et ça, c'est le plus important, de très loin. Ensuite, vous avez l'actus reus, bien sûr, de dire, regardez, les actes qui ont été menés démontrent qu'il y a, sans ambiguïté, une action qui va mener à une extermination d'une partie de la population innocente, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ce qu'elle est, Gazaoui en l'occurrence. Les Sud-Africains ont extrêmement bien plaidé la mens rea, mais vraiment extrêmement bien. Et la défense israélienne n'a que très peu plaidé contre la mens rea, soit par erreur tactique, soit parce qu'elle a considéré que c'était un terrain trop dangereux pour elle. Ça, je ne suis pas dans leur tête, je ne peux pas vous dire ce que la défense israélienne enfin ce qui a présidé à sa décision. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a surtout plaidé sur des technicalités. Alors, dans un premier tweet, j'ai dit que c'était idiot et désastreux comme défense. En particulier en citant le professeur Malcolm Shaw. Je vais, par devoir d'informer, un peu modérer ce propos. Je considère que sur le fond, c'est complètement débile, il n'y a pas de problème, et que ça rate fondamentalement l'enjeu de ce procès, l'enjeu de cette audience, qui est politique. Qui est de dire, en fait, qui est fondamentalement de faire d'Israël un État paria sur le plan philosophique, sur le plan politique, et en particulier au sein des BRICS, dont l'Afrique du Sud fait partie, et au sein, d'une façon générale, du Sud global. Ça, c'est l'enjeu de cette accusation. Et la défense du professeur Malcolm Shaw, qui donc est dans la défense d'Israël, de plaider une technicalité, est extrêmement stupide, selon moi, de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'elle est idiote
stratégiquement, je m'explique. La défense de Malcolm Shaw est de dire l'Afrique du Sud n'a pas suffisamment dialogué avec Israël. Or, dans la Convention et dans les actes, et dans le droit international, c'est une condition nécessaire. Il faut pouvoir avoir démontré que vous avez en quelque sorte épuisé toutes les voies de recours. C'est comme quand on saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut démontrer que vous avez épuisé des recours, disons, amiables. Bon, d'une façon générale, vous avez beaucoup de scénarios comme ça. Hein. En droit commercial, vous pouvez démontrer que la personne qui plaide contre vous n'a pas suffisamment discuté avec vous. C'est de bonne guerre. Bon, là, on parle quand même d'un génocide. On ne parle pas d'un petit conflit commercial sur des puits de pétrole, par exemple, ou autre chose. Non, non. Ou sur les quotas de saumon ou l'import-export des gigots néo-zélandais. C'est pas le sujet de la Cour internationale de justice. Mais, en effet, Malcolm Shaw peut présenter certaines preuves en disant, voilà, nous on a voulu discuter avec l'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud, par 2 fois, nous a refusé la discussion. Si ma mémoire est bonne, pour la première fois, ils ont prétexté d'une vacance, enfin d'une fête nationale, et pour la deuxième fois, ils ont dit, ça n'est pas la peine de discuter, on a suffisamment d'arguments et de preuves pour saisir la Cour internationale de justice. C'est vrai que cette technicalité peut faire que la Cour internationale de justice se dessaisisse. Mais alors, d'abord, je pense que c'est très improbable, et beaucoup d'experts pensent que c'est très improbable. D'autre part, ce serait catastrophique pour la Cour internationale de justice, c'est-à-dire c'est son standing, c'est sa crédibilité elle-même qui serait ravagée par une telle décision. C'est-à-dire, je me lave les mains parce que l'Afrique du Sud et Israël, selon moi, parce que c'est totalement subjectif, ne se sont pas suffisamment concertés. C'est quelque chose qui est peu crédible et qui entamerait fondamentalement la crédibilité de la Cour internationale de justice. Maintenant, Israël pourrait très bien se dire, oui, mais de toute façon, la Cour internationale de justice, pour la construction du mur à Gaza, je crois que c'était en 2004, ils avaient jugé que c'était illégal. Bon, on l'a construit quand même, et puis on s'est mis leur décision en bandoulière. Mais là, c'est beaucoup plus grave parce que c'est génocide et ça génère déjà une audience internationale absolue avec 2 grands acteurs qui reprennent cette accusation et qui lui donnent donc une plateforme internationale. Ce qui fait que c'est pas possible pour Israël de l'ignorer si jamais Israël est reconnu coupable par la Cour internationale de justice de violation de la Convention contre les génocides des Nations Unies. Donc de ce point de vue-là, la défense de Malcolm Shaw, je la considère académique, ce qui est normal, c'est un professeur université, donc il a été très très académique, mais stupide, comme un académique peut l'être souvent, parce qu'elle rate complètement le vrai sujet, qui est de faire d'Israël un paria international, considéré comme un État infréquentable. Et ça, c'est évidemment le fond de cette accusation, qui a déjà eu un impact, puisque déjà, Netanyahou a complètement amendé ses propos, complètement mis de l'eau dans son vin et quasiment rétracté certains propos antérieurs. Il n'a pas dit « je ne voulais pas dire ça », il n'a pas dit « je mentais quand je faisais telle ou telle déclaration » ou « je me trompais » ou « c'était sous le coup de l'émotion », etc. Il n'a pas dit ça. Mais les nouvelles déclarations qu'il a prises depuis cette accusation ont complètement contrasté, pour ne pas dire contredit, son propos précédent. Alors ça, c'est le point le plus important. D'après Norman Finkelstein, on va y revenir. Alors Norman Finkelstein, qui c'est ? C'est quelqu'un qui est considéré comme un ennemi d'Israël, mais que la cause palestinienne considère aussi comme suspect. Pourquoi est-il considéré comme un ennemi d'Israël ? Parce qu'il a été interdit de séjour 10 ans en Israël, mais il en a le passeport, si ma mémoire est bonne. Et surtout, il a fait sa thèse sur le sionisme d'une façon peu critique, dirons-nous. Et il est descendant de rescapés de l'Holocauste. Et oui, surtout, il était contre le mouvement boycott des investissements sanctions, contre BDS. Donc c'est pour ça que la cause palestinienne le considère aussi comme suspect. Mais côté israélien, il est considéré comme un ennemi, carrément. Pas par tout Israël, bien entendu, je parle vraiment par le gouvernement et en particulier par le Likoud. Vous avez tout un tas d'Israéliens qui ont le plus grand respect pour lui, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. D'autant que ces Israéliens qui ont du respect pour Norman Finkelstein ne représentent pas la majorité du tout en Israël. Quoi qu'il en soit, Norman Finkelstein, et on va le citer souvent parce qu'il a fait un compendium des déclarations qui, selon lui, permettent à l'Afrique du Sud de plaider la mens rea pour le cas de génocide de la part d'Israël devant la Cour internationale de justice.
Pour Norman Finkelstein, donc l'Afrique du Sud était désavantagée parce qu'elle a présenté des arguments en avance et que du coup Israël aurait pu arriver devant la cour avec la réfutation point par point des arguments, c'est-à-dire c'est pas comme aux échecs, jouer le premier en justice ça peut être quelque chose de pénalisant. Et là en l'occurrence l'Afrique du Sud a joué la première, donc elle était pénalisée selon lui. Alors, l'analyse de Finkelstein, c'est en gros, ils disent ok, on fait des choses atroces, mais notre intention n'est pas génocidaire. C'est ce qu'on peut, enfin, la synthèse, disons, de plusieurs déclarations de Finkelstein. La synthèse de son propos, c'est ça. La défense d'Israël, c'est en gros, ok, on fait des choses qui sont pas conformes, typiquement blocus, etc., électricité, pétrole et bombardement plus ou moins discriminés. Alors, rappelons aussi le contexte, hein. Oui, ok, il y a eu les attentats du 7. Alors, c'est, d'après les derniers chiffres, 800 morts civils, 300 morts sécurité réservistes. Ok, bon, on a 22 000 morts maintenant à Gaza, 70% de civils et au moins 9 000 enfants tués. Donc, on peut plus, là, si on fait les comptes, ça y est, on peut reparler du 7 tant qu'on veut. Mais là, maintenant, il y a 9 000 enfants tués. Ces enfants étaient innocents. Quoi qu'on pense d'eux, quoi qu'on pense de leur mentalité, de ce qu'on veut, ces enfants sont innocents au regard du droit, de la morale et bien entendu des conventions internationales. Maintenant, le point de Norman Finkelstein, c'est aussi les trois aspects, c'est-à-dire alors les trois S, Scale, Speed, Severity. Scale, l'échelle. Gaza, la ville, pas la bande, a été rasée. Scale. Speed, il y a eu plus de morts civiles en quelques semaines à Gaza que dans la totalité du conflit ukrainien. La totalité du conflit ukrainien, on parle de 1000 kilomètres de ligne de front en Ukraine. On parle de villes comme Kharkov qui ont été occupées, désoccupées. On parle de bombardements. Il y a eu moins de morts civiles dans toute la guerre ukrainienne que dans les premiers mois de la deuxième guerre de Gaza. Donc ça, c'est speed. Scale, speed, severity. Bon, bah, severity, c'est le bilan, 60 000 blessés, 22 000 morts. Et en effet, c'est sévère. Ça, c'est les trois éléments de la gravité génocidaire selon Finkelstein, qui cite d'ailleurs un autre expert. Alors, et c'est là que ça devient vraiment très important. Vous avez deux plaidoiries. La première, la plus importante de toutes, c'est celle de maître Thembeka Nku-Kaitobi. Ngeku-Kaitobi, pardon, on va le prononcer comme ça. Thembeka Ngeku-Kaitobi. C'est lui qui plaide la mens rea. Sa plaidoirie est redoutable. Là, vraiment, si vous regardez cette plaidoirie, je comprends qu'elle n'ait pas été traduite en français, en tout cas dans les médias, disons, de grand chemin, parce que sa plaidoirie est absolument redoutable et c'est de très loin la meilleure plaidoirie de toutes les plaidoiries, que ce soit de toutes les plaidoiries dans le camp sud-africain ou de toutes les plaidoiries dans le camp israélien. Sa plaidoirie est absolument redoutable et elle plaide la mens rea, qui est suffisante pour demander des mesures conservatoires. Parce que l'actus reus, alors l'actus reus, il est plaidé par une Irlandaise, Blin Ngi Graley, qui est considérée comme un grand ténor du barreau, comme une personne extrêmement brillante. Et elle plaide l'actus reus, et elle le plaide très bien selon moi aussi. Mais vraiment, la plaidoirie qui va faire date, qui est du niveau du discours de Villepin aux Nations Unies, c'est Thembeka Ngeku-Kaitobi, parce que sa plaidoirie de la mens rea est redoutable et c'est la raison pour laquelle la défense israélienne n'a repris n'a attaqué aucune des pièces de cette plaidoirie. C'est-à-dire que la plaidoirie de Thembeka Ngeku-Kaitobi montre une liste de pièces dans son accusation qui prouve, selon elle, la mens rea. Et la défense israélienne a décidé de plaider contre la mens rea sans contredire une seule de ces pièces. Et ça, selon moi, c'est une erreur absolue. Maintenant, cette erreur, elle peut reposer sur des considérations politiques, sur des ordres du Likoud, sur des ordres de l'administration Netanyahou, mais à l'échelle nationale, pour Israël, c'est une catastrophe de ne pas adresser point par point ces pièces que maître Thembeka Ngeku-Kaitobi a alignées dans sa plaidoirie, qui est d'ailleurs très courte, qui fait moins d'une demi-heure. C'est une erreur selon moi absolue parce que ces pièces sont redoutables. Alors, entrons dans le sujet. Dans ces pièces, souvent il a été cité l'invocation à Amalek. Alors Amalek, c'est donc dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, dans le Tanakh.
C'est une population qui attaque Moïse et le peuple d'Israël quand il arrive en terre de Canaan, qu'il attaque par surprise, par traîtrise, et il est considéré comme un commandement maintenant dans les 613 mitzvot juifs de se souvenir d'Amalek et de faire en sorte d'éradiquer Amalek. Alors, un peu d'exégèse juive. Le Chabad de Lubavitch, donc le plus grand mouvement hassidique, considère dans ses prises de position officielles qu'Amalek a disparu et que le commandement d'éradiquer Amalek est nul et non avenu aujourd'hui. Je parle du Chabad de Lubavitch. Donc c'est déjà une position au sein même du judaïsme que évoquer Amalek aujourd'hui pour parler des Palestiniens est un mensonge, même si on parle d'intégrisme religieux. L'intégrisme religieux n'ayant aucun cours en droit international, faut le rappeler. Il n'y a pas la moindre plaidoirie justifiable par l'intégrisme religieux. On ne peut pas citer le Deutéronome quand on plaide à la Cour internationale de justice, quand on plaide à l'ONU. Ce n'est pas possible. Mais même en évoquant ça, même au sein des juifs pratiquants, voire intégristes, eh bien, non, il n'y a pas de reconnaissance possible que Amalek égale les Gazaouis. Ce d'autant plus que pendant très longtemps, il a été dit par la même branche qui aujourd'hui cite Amalek pour parler des Gazaouis, que le peuple palestinien n'existait pas. Alors, il faudrait savoir, soit ce sont des descendants d'un peuple qui était préexistant à Canaan et qui était là avant le peuple juif, même en considérant l'Exode, en considérant les textes du Tanakh, les textes de la Bible hébraïque, soit on considère que si c'est les descendants d'Amalek, ce qui n'est pas le cas, eh bien, ils étaient là avant. Bon, au bout d'un moment, il va falloir réconcilier ces deux propos. Quoi qu'il en soit, c'est inutilisable, ce terme d'Amalek, devant la Cour internationale de justice, et j'insiste, la défense israélienne a tout intérêt à ne surtout pas en parler devant la Cour internationale de justice, parce que c'est très grave autrement. Pourquoi ? Parce que dans Amalek, vous avez tué les hommes, les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs, les moutons, les chameaux et les ânes. Donc c'est rayé de la carte. Là, vous ne pouvez pas avoir mieux comme mens rea génocidaire que de citer l'invocation, que de faire l'invocation à Amalek. Or, elle a été répétée, c'est ce que dit maître Ngeku Kaitobi, l'invocation a été répétée dans une lettre aux forces armées. Donc ça, c'est ce qu'il verse dans le dossier et dans sa plaidoirie pour justifier la mens rea génocidaire. À savoir, l'invocation à Amalek a été répétée dans une lettre aux forces armées, a été évoquée par Benjamin Netanyahou, bien entendu. Donc ça, c'est le point le plus important parce que dans sa plaidoirie pour justifier des mesures conservatoires, Tembeka Ngeku Kaitobi considère qu'il faut, et il a raison, justifier qu'on a toute une chaîne. C'est-à-dire que ça va du chef de l'État jusqu'au soldat en bout de la chaîne qui va pénétrer dans Gaza. Et sa plaidoirie, de ce point de vue-là, est redoutable parce qu'elle démontre une invocation à Amalek et d'autres mentions qui peuvent clairement être considérées comme des intentions génocidaires du haut au bas de la chaîne. Par exemple, il évoque que le vice-président de la Knesset a appelé à rayer Gaza de la carte. Ça, c'est dans sa plaidoirie. Il évoque que Yoav Gallant, le ministre de la Défense, a dit « Le blocus sera total parce qu'Israël combat des animaux humains ». Alors ça aussi, c'est dans les intentions génocidaires, la déshumanisation du peuple dont on a l'intention de l'exterminer. Eh bien, il cite donc Yoav Gallant, le blocus sera total parce qu'Israël combat des animaux humains. Un coordinateur militaire reprend le terme, tout ça c'est extrait de la plaidoirie de maître Ngeku Kaitobi. Un coordinateur militaire reprend le terme animaux humains pour parler de la population de Gaza en général, ça c'est le point très important. Ils auraient pu plaider en défense, on parle d'animaux humains pour le Hamas, parce que ce qu'ils ont fait était inhumain, donc ce sont des animaux humains, mais non, là, ça parle de Gaza en général. Israël Katz, privé de nourriture et d'eau, un peuple de tueurs d'enfants. C'est l'expression peuple de tueurs d'enfants qui, évidemment, est versable pour la mens rea génocidaire. Amichai Eliyahu, ministre du patrimoine, alors lui, il est fêlé. Là, je parle aux classes moyennes israéliennes, je ne sais pas comment vous avez pu tolérer qu'un type pareil vous représente. Il est fêlé, il est niqué de la tête ce monsieur, et si vous êtes un Israélien moyen, la pire des choses qui peut vous arriver, c'est qu'un type pareil vous représente. Ça c'est que mon opinion personnelle, mais là vraiment le but de cette vidéo est aussi de vous la partager.
Je cite Amichai Eliyahu, « Israël doit trouver des façons pour les Gazaouis, en tant que peuple, qui sont plus douloureuses que la mort. » Bon, là aussi, il y a des problèmes. Alors, Amichai Eliyahu, pourquoi je dis qu'il est fêlé? Parce qu'il a quand même évoqué la possibilité de jeter une bombe atomique sur Gaza. Là, on est dans... voilà, même pour un Israélien moyen, la meilleure façon de détruire l'État d'Israël, c'est de faire ça, l'holocauste nucléaire total. Alors, évidemment, j'ai dit qu'il n'y avait que deux avenirs possibles pour Israël. Un avenir où ses ennemis sont devenus ses amis, c'est l'évolution de tous les conflits, quand on y réfléchit bien. Les ennemis deviennent les amis. Regardez le cas de l'Irlande, regardez même en Europe le cas de la France et de l'Allemagne, le cas de Gaulle qui va rencontrer Adenauer. C'est comme ça, l'évolution naturelle de la maturité nationale, c'est que les ennemis deviennent les amis. C'est comme ça qu'une nation mûrit. Sinon, elle reste adolescente suicidaire toute sa vie. Mais bon, c'est l'évolution naturelle des nations. Il n'y a que deux possibilités, disais-je, pour l'avenir d'Israël. Un avenir où ses ennemis sont devenus ses amis. Et il y a des solutions pour ça. L'autre avenir, c'est l'avenir où la totalité de ses amis sont devenus ses ennemis, soit ouvertement, soit en catimini, mais dans les deux cas, ce sera une répudiation, ce sera Israël qui deviendra une sorte de pestiféré à l'échelle internationale, et ça prendra quelques décennies maximum, parce qu'aujourd'hui tout va beaucoup plus vite, on le voit bien sur TikTok, etc. Mais il y a une troisième possibilité, qui est la guerre nucléaire totale. Alors, ce ne sera jamais total. L'hémisphère sud, à mon avis, s'en sortira très bien. Si vous êtes à Valparaiso, eh bien, vous verrez un feu d'artifice dans l'hémisphère nord, mais le sud global, qui n'est pas le sud global actuel, mais qui est l'hémisphère sud, pour le coup, il survivra sans doute. Mais bon, l'État d'Israël sera rayé de la carte, donc je ne pense pas que ce soit considérable comme un avenir possible non plus. L'avenir où Israël a transformé tous ses amis en ennemis est un avenir où la solution à un État s'imposera à lui. C'est-à-dire que ça sera comme l'Afrique du Sud, ça sera Israël ne possédera plus son destin et finira par être un tel paria à l'échelle internationale que la solution à un État sera forcée sur lui politiquement par tout un tas de considérations et d'actions de la part de ses anciens amis. Et je pense bien que c'est pas considéré comme une solution intéressante pour n'importe quel Israélien. Et donc, je pense que la meilleure solution, c'est quand même celle où les ennemis vont devenir des amis. Et c'est sur celle-là qu'il faut investir. J'ai pas dit que le Hamas deviendra des amis. Par contre, que Gaza devienne un ami d'Israël et que la Cisjordanie le devienne aussi. Il y a tout un tas de conditions où c'est faisable. Les autres, c'est du suicide. Il y a soit le suicide par on est un adolescent foufou et la totalité de nos amis se distancie de nous parce qu'ils considèrent qu'on est plus fréquentable et donc au bout d'un moment ça va finir par une solution à un État, soit c'est la guerre nucléaire totale. Il y a tout un tas de gens qui pensent que ça sera une ordalie militaire valable puisque évidemment si Dieu est avec nous il tranchera de la façon la plus adaptée. Alors je continue dans la plaidoirie de Tembeka Ngeku Kaitobi. Le ministre de la Sécurité nationale a répété publiquement que le Hamas et la population de Gaza étaient également responsables. Alors, Ngeku Kaitobi, il va souligner que c'est de la communication de politique nationale, c'est-à-dire que dans sa plaidoirie, il insiste bien sur le fait que ce ne sont pas quelques tarés dans la rue qui ont dit ça, ce qui serait tout à fait opposable. Mais là, il dit non. Non, c'est une communication de titulaires d'offices nationaux. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Et comme je vous le disais, son argument se structure jusqu'au bas de la chaîne de commandement. Il cite l'enregistrement d'un journaliste, donc c'est un journaliste qui a filmé des soldats en train de danser en chantant « Nous connaissons notre commandement, il n'y a pas d'innocents, nous éradiquerons la graine d'Amalek. Nous connaissons notre slogan, il n'y a pas de civils innocents », répété 2 fois. Et ça, c'est présenté par un journaliste et c'est versé au dossier. Ça, pour argumenter de la mens rea génocidaire, c'est évidemment gravissime. Ensuite, il cite des bataillons qui filment le rasage complet de quartiers entiers en une seule fois. Un soldat qui se filme avec la plus grande mosquée de Gaza en arrière-plan et qui dit que c'était une école pour animaux humains. Mais là, on peut tout à fait plaider de dire « Ah oui, mais il faisait mention qu'au Hamas ». Ok, mais il y a d'autres extraits où c'est explicitement dit que ce n'est pas que le Hamas qui est considéré comme animaux humains par les forces de sécurité israéliennes. Enfin, encore plus grave, dans le réquisitoire de Ngeku Kaitobi, de ce que l'éradication de Gaza est une politique nationale articulée, c'est dans son réquisitoire, il cite Ezra Yachin, un personnage de 95 ans qui est habillé en tenue militaire,
et qui déclare, alors qui est en plus un vétéran de 48, 95 ans, et qui est connu pour ça, et qui dit « Soyez triomphants, achevez-les, ne laissez personne derrière vous. Effacez leurs souvenirs, effacez-les ainsi que leurs familles, mères et enfants. Ces animaux ne sont plus autorisés à vivre. Tous les juifs armés devraient sortir et les tuer » en parlant des Palestiniens. Si vous avez un voisin arabe, c'est toujours Ezra Yachin qui parle, si vous avez un voisin arabe, n'attendez pas, allez chez lui et abattez-le. Et enfin, il termine en disant « Toutes les prédictions envoyées par les prophètes sont sur le point de se réaliser ». Ngeku Kaitobi insiste sur le fait que sa déclaration est devenue virale. Elle a été reprise par tout un tas d'organes de presse. Elle a vraiment circulé sur Internet. Alors, aux Israéliens, je vous dis, un fêlé comme ça, ne le laissez jamais vous représenter, de près ou de loin. Quelles que soient vos opinions, quelle que soit votre position sur le conflit, même si elle est la plus à droite et la plus extrême, ne laissez jamais un fêlé comme ça vous représenter. Quoi qu'il en soit, des déclarations pareilles, en uniforme, pas en survêt Lacoste, en uniforme. De dire, tous les juifs armés devraient sortir et les tuer, et si vous allez tuer les Palestiniens, et si vous avez un voisin arabe, n'attendez pas, allez chez lui et abattez-le. Le type devrait être en tôle pour ça. Il devrait être en tôle. Même dans le droit israélien, il y a de quoi le mettre en tôle pour ça. Le fait qu'il ne le soit pas démontre à l'international une léniance vis-à-vis de ce genre de propos ou qu'il constitue une politique nationale revendiquée. Alors, il cite ensuite, donc Ngeku Kaitobi cite ensuite des membres de la Knesset. Il n'y a pas d'innocents à Gaza. Terme également repris par Naftali Bennett à la télévision britannique quand vous avez un journaliste de la BBC qui a demandé à Naftali Bennett ce qu'il considérait des victimes civiles à Gaza. Naftali Bennett lui avait dit « Mais est-ce que vous êtes fou ? Je suis en train de vous parler des attentats du 7 et vous me parlez des civils à Gaza. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Alors, la réponse de Bennett, qui est dans laquelle, bien sûr, il a été rappelé que Naftali Bennett, quand il était membre des forces spéciales, avait organisé une frappe pour couvrir sa retraite au Liban, qui avait tué tout un tas de gens de l'ONU. Ça avait été un massacre, et donc ça a évidemment été rappelé dans ce contexte-là. Ça, c'était dans les années 80. Il ne peut y avoir qu'une sentence pour tout le monde, la mort. Ça, ce sont des membres de la Knesset qui l'ont dit. Une Nakba qui ridiculisera celle de 1948, c'est aussi versé dans le dossier par l'avocat Ngeku Kaitobi. Gaza doit être érasée et détruite pour que toute la descendance d'Amalek, avec ou sans l'atome, alors ça c'est difficile de... Voilà, bon, de toute façon c'est un chanteur qui dit ça. Tout Gaza doit être détruite et tout le monde doit être annihilé parce que tout le monde est un terroriste là-bas. Ça, c'est le chanteur Kobi Peretz qui a fait cette harangue. Alors, en sachant que là, pour le coup, il ne représente pas le gouvernement israélien. Donc, en défense, Israël a tout à fait le droit de dire « je m'en lave les mains ». Par contre, ce qui peut leur être opposé, c'est de dire pourquoi ce type n'est pas en prison. Ou en tout cas, au minimum, en garde à vue. Le même a dit, donc le chanteur Kobi Peretz, « Nous devons détruire tout Gaza et tout ce qui s'y trouve. Efface Gaza, ne laisse pas une seule personne là. » Ça, c'est ce qu'un journaliste a dit ensuite. Il a été rappelé aussi, la femme est un ennemi, le bébé est un ennemi, la femme enceinte est un ennemi. Il faut transformer la bande de Gaza en abattoir, démolir chaque maison que trouveront nos soldats. Il faut exterminer tout le monde. Ce sont des journalistes qui ont dit ça, des journalistes israéliens. C'est dans le dossier versé par Ngeku Kaitobi. Ngeku Kaitobi accuse le gouvernement israélien de manquer à condamner et même de normaliser la rhétorique génocidaire. Et il cite un procureur israélien. Un collègue m'a dit, il est clair que nous devons détruire tous les Gazaouis. Donc ça, c'est dans la plaidoirie de Ngeku Kaitobi. C'est versé devant la Cour internationale de justice. Je ne peux pas dire les choses autrement. Soit Israël grandit, mûrit et rejette tout ce genre de comportement, soit Israël considère que ce genre de comportement est normal, soit justifié par une interprétation particulièrement cinglée du Tanar, soit justifié par le 7 octobre. Bon, ça y est, 800 morts civils plus 300 morts militaires ou de sécurité de l'autre. Allez, 1200 morts. Et en face, 22 000 morts. Donc les comptes sont bons, j'ai l'impression. Enfin, on est sur du x20. Le compte est bon. Soit Israël, parce que ça, du coup, cet argument ne peut plus être utilisé. C'est ça que je veux dire. Cet argument ne peut plus être utilisé.
que face à des roquettes au sucre, d'un côté, on a des bombes de plusieurs tonnes et que plus de bombes ont été lâchées sur Gaza que, en termes de puissance explosive, la bombe d'Hiroshima, puisque on est sur plus de 18 000 tonnes de bombes avec un explosif plus puissant que la TNT. Et la bombe d'Hiroshima, c'est 15 000 tonnes d'équivalent TNT. Donc 15 000 d'un côté, 18 000 de l'autre, 18 000 d'un explosif supérieur à la TNT, au TNT, pardon. Je crois que c'est bon, le compte est bon. Ces propos-là sont injustifiables, même avec le 7 octobre. Absolument injustifiables. Et le fait qu'ils aient été prononcés par des tenants d'office civil, des fonctionnaires, voire même les chefs du gouvernement, est absolument inacceptable. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont plusieurs Israéliens eux-mêmes qui sont horrifiés par le fait que des représentants de leur pays puissent tenir de tels propos. Je dois quand même, pour être tout à fait loyal sur le plan de l'information, citer qu'en effet, ça m'a été rapporté dans un space X, Twitter, sur lequel je suis intervenu avec des Israéliens qui m'ont dit, tu sais, Netanyahou est aussi attaqué pour ne pas être assez violent. C'est-à-dire qu'une certaine branche considère qu'il n'est pas assez violent et pas assez droitier dans sa réponse aux attentats du 7. Donc je veux bien reconnaître loyalement qu'il y a encore pire. Mais l'existence du pire n'a jamais exonéré un crime, ou en l'occurrence l'intention de commettre un crime, selon Ngeku Kaitobi. Alors, c'est pas donc seulement moi qui considère que c'est inacceptable, ce sont des Israéliens. Mais en l'occurrence, ces Israéliens ont écrit à Norman Finkelstein. Alors je rappelle, Norman Finkelstein n'est pas considéré comme un ami d'Israël, mais la cause palestinienne le considère aussi comme suspect parce il s'est fermement opposé au mouvement BDS, et c'est tout à fait son droit par ailleurs. Mais du coup, sur son site personnel, Norman Finkelstein, qui est sioniste, rappelons-le, a compilé. Je ne vous parle pas donc d'un rabbin antisioniste, intégriste religieux, etc. Je parle d'une personne qui se revendique sioniste et qui revendique d'être opposée au mouvement BDS. Norman Finkelstein a quand même compilé sur son site les déclarations les plus insupportables. Alors j'en cite quelques-unes. Gaza doit devenir une ville de tentes, il ne doit plus y avoir de bâtiments. L'idée est qu'il n'y ait plus de bâtis, aussi bien d'ailleurs à Gaza que côté frontière égyptienne, puisque l'idée est de faire une zone d'exclusion la plus lointaine possible, voire de disperser les Gazaouis dans tout un tas de pays, comme le Congo, comme le Canada, comme d'autres. Ça a été évoqué plusieurs fois, mais l'idée même de construire de l'autre côté de la frontière est bien entendu considérée comme une haute trahison, et cette idée est tellement considérée comme insupportable que quand je l'avais évoquée sur ma chaîne, alors attention, je l'avais évoquée uniquement comme la seule réponse non nucléaire possible, en expliquant bien que c'était complètement fou de toute façon. Cela dit, Netanyahou avait l'air d'être particulièrement déterminé à créer un vide total à Gaza, et on le voit aujourd'hui. Mais même dans ce contexte-là, le simple fait d'évoquer de construire à côté de Gaza, ça a été censuré immédiatement. Et vous avez même des agents provocateurs qui sont payés par qui nous savons, qui sont intervenus pour essayer d'agiter et d'exciter le chaland autour de ça. Mais c'est très important aussi pour pouvoir commencer à faire des diagnostics. Au passage, comment reconnaît-on un agent provocateur ? C'est très simple. C'est celui qui vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, qui ne dissonne jamais, absolument jamais, qui vous dit point par point tout ce que vous voulez entendre, absolument, qui n'est jamais attaqué par l'ennemi qu'il prétend attaquer lui, et qui a des trous béants dans sa biographie. Là, vous avez les 3 critères qui vous permettent de déterminer un agent provocateur. Soyez particulièrement méfiants dans cette période, mais je ferme cette parenthèse. Je reprends les déclarations gravissimes qui sont portées dans la page personnelle de Norman Finkelstein. Israël doit créer une crise humanitaire à Gaza, obliger des dizaines de milliers ou même des centaines de milliers à se réfugier ou en Égypte ou dans le Golfe, donc les Émirats, etc. La totalité de la population de Gaza doit être déplacée vers le Golfe. Ça, c'est le conseiller, c'est un conseiller au ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui parle. Et c'est Jura Eyland. Son nom, c'est Jura Eyland. On va le reprendre parce qu'il a fait beaucoup de déclarations complètement folles. Gaza deviendra une ville de tentes, il n'y aura plus de bâtiments. C'était Jura Eyland qui avait dit ça. Israël n'a pas d'autre choix que de rendre Gaza un lieu temporairement ou de façon permanente inhabitable. Toujours Jura Eyland. Quand Joe Biden a décrit
à Netanyahou ses réserves vis-à-vis de la situation, Netanyahou, le 12 décembre, lui a répondu « Oh, vous avez fait des tapis de bombes sur l'Allemagne et vous avez balancé une bombe atomique au Japon. Beaucoup de civils sont morts. » Là aussi, ça pourrait être interprété comme une mens rea assez claire. Mais ça, c'est pas versé dans le dossier Ngekou Kaitobi, c'est versé par Israël Finkelstein. L'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a été bien sûr membre de la Knesset et chef du parti d'opposition Israël Beitenu, a dit « Il n'y a pas d'innocents à Gaza. Point. » Alors, Avigdor Lieberman, quand même pour le rappeler, est un sioniste révisionniste, donc c'est un jabotinskiste, il a une vision particulièrement extrême. Mais bon, n'empêche, il n'a pas été condamné pour avoir dit ça. Alors certes, là aussi, je pourrais rappeler que dans le contexte, c'est peut-être impossible. C'est-à-dire que dans l'hystérie, dans l'état émotionnel d'Israël aujourd'hui, c'est peut-être impossible d'inculper quelqu'un qui dit ça. C'est-à-dire qu'un procureur qui déciderait d'inculper quelqu'un qui dit ça, un juge qui déciderait d'inculper quelqu'un qui dit ça, serait lynché. Peut-être. C'est peut-être ce qui empêche ça. Mais vu de l'extérieur, ça ne change rien à la situation et à ce que ça crée comme image d'Israël. Par ailleurs, c'était peut-être la réponse que le Hamas attendait. Peut-être que c'était ce que le Hamas voulait, c'est-à-dire faire disjoncter Israël pour avoir un maximum de propos montrables à l'international et faire d'Israël un État paria, ce qui est déjà en train d'arriver. On n'est pas sur un scénario là, c'est en train d'arriver. Peut-être que c'est ce que voulait le Hamas. Dans ce cas-là, un stratège israélien devrait juste réfléchir 2 secondes, se rappeler on a des émotions et de la stratégie, mais qu'on ne peut pas utiliser les deux. Alors certes, en politique, c'est très bien d'agiter, d'utiliser les émotions de la foule. Mais quand on prend des décisions, on peut utiliser ses émotions ou sa stratégie, jamais les deux. Peut-être que c'était le plan politique du Hamas que de créer une tempête émotionnelle. Certains, en France, essayistes controversés ont parlé d'apocalypse cognitive. Peut-être que c'était le but du Hamas de créer un apocalypse cognitif ou une apocalypse cognitive en Israël, où une certaine partie des preneurs de décision ne pourraient plus utiliser leur stratégie et leur raison, mais uniquement leurs émotions. Peut-être que c'était le but. Si c'était le but, ça a très bien marché. Alors, encore une fois, c'est sans fin. Le compendium que Norman Finkelstein a réuni, et j'en ai cité qu'une petite partie, j'ai dû citer à peu près un quart ou un cinquième. Ngekou Kaitobi, dans son réquisitoire pour démontrer la mens rea israélienne concernant un génocide à la Cour internationale de justice, a cité moins que ça, mais des citations qu'il articulait pour démontrer que ça allait du Premier ministre jusqu'à certains soldats de base, pas à tous les soldats bien entendu, mais certains soldats. Et ça, c'est suffisant selon lui pour justifier de mesures conservatoires. Alors, déjà d'une part, n'importe qui soit israélien ou pas, pro-israélien ou pas, a le droit de m'apporter un droit de réponse sur ma chaîne sans aucun problème à ces propos précis, qui sont tenus par des fonctionnaires, qui sont tenus par des élus, qui sont tenus par des gens qui occupent un office précis en Israël et qui représentent le drapeau du pays, qui représente la nation. Je pense maintenant que la défense israélienne sur des technicalités n'est pas du tout bonne, puisque normalement le but est d'adresser le fond de ces déclarations graves qui sont faites par des officiels, qu'elle peut fonctionner, cette défense peut fonctionner, mais si elle fonctionne, c'est la Cour internationale de justice qui perdra son prestige, c'est la loi de Wittgenstein. Si vous utilisez une règle pour mesurer une table, vous pourriez utiliser la table pour mesurer la règle. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple le fait que Gandhi n'a pas eu le prix Nobel de la paix, c'est pas Gandhi qui est jugé, c'est le prix Nobel de la paix qui est débile. Quand vous prenez le fait que Nikola Tesla n'a jamais eu le prix Nobel, c'est pas Nikola Tesla qui est jugé, c'est le prix Nobel qui est jugé. Le prix Nobel a été complètement con. Röntgen pour les rayons X, il a eu le prix Nobel alors que c'était Tesla qui le méritait. Marconi a eu le prix Nobel sur ses communications radio transatlantiques, c'est Nikola Tesla qui le méritait, etc. Donc, fondamentalement, la table mesure la règle. Si vous avez une table dont vous connaissez déjà les mesures, si la règle dit qu'elle ne fait pas cette mesure-là, c'est la règle qui se trompe, c'est pas la table. Donc, loi de Wittgenstein, si vous utilisez une règle pour mesurer une table, vous pourriez bien utiliser aussi la table pour mesurer la règle. La Cour internationale de justice est sur la sellette elle-même dans cette affaire. Si demain elle dit « Ah, écoutez, on ne juge pas au fond de ces déclarations qui constituent de façon non ambiguë une mens rea génocidaire, mais on juge que
l'Afrique du Sud et Israël ne se sont pas suffisamment parlé et que donc nous ne pouvons pas déterminer ce cas. Ça va être la honte internationale pour la Cour internationale de justice. Donc je pense que le fait que Malcolm Shaw ait misé là-dessus est complètement fou. Et il n'avait pas mesuré, ou son équipe n'avait pas mesuré l'évolution politique de ce cas. La personne qui a le mieux plaidé, selon moi, c'est Galit Ragwan, qui a bien plaidé, même plutôt très bien d'ailleurs, mais elle n'a jamais adressé les pièces de Ngeku Kaitobi. Jamais. Pourtant, elles étaient présentes puisqu'elles sont dans l'acte d'accusation. Pas toutes, mais en grande partie. Pourquoi ? Parce qu'elle a dû sans doute se considérer que soit elle n'avait pas le feu vert de son gouvernement, puisque ce sont des membres du gouvernement qu'on dit ça, donc ils ne peuvent pas se dédier comme ça, directement devant la Cour internationale de justice, soit on lui a dit, écoute, on est tellement dedans jusqu'au cou qu'il faut surtout éviter de parler de ça. C'est possible. Mais les deux axes de la défense israélienne, ce sont la procédure. Il n'y a pas eu suffisamment de débat entre l'Afrique du Sud et Israël, préalablement à la saisie de la Cour internationale de justice. C'est plaidable, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est plaidable. Et pour le coup, Malcolm Shaw a bien articulé ça. Mais, comme disait le général vietnamien, c'est irrelevant. Parce que la Cour internationale de justice, si elle ose se dédire à partir de cette technicalité, ça va être une catastrophe pour elle. Catastrophe absolue. Donc, les deux axes, c'est la procédure, et l'autre axe, c'est l'axe de Galit Ragwan. Nos précautions prouvent que nous ne sommes pas génocidaires. C'est-à-dire que Galit Ragwan a fait une liste de précautions dont elle peut attester, donc que ce soit sur certaines frappes, etc., ou que ce soit pour l'entrée de convois humanitaires dans Gaza, etc. Elle a dit, voilà, on a la liste qui démontre bien que les précautions que nous prenons n'auraient pas été prises par Slobodan Milosevic ou par Pol Pot, etc. Et ça c'est beaucoup plus sérieux comme défense. Ça, c'est une défense qui est beaucoup plus sérieuse. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a 22 000 morts, il y a 10 000 enfants tués. Ok, mais à la limite, l'actus reus pourrait être épargné, malgré ça. Mais la mens rea, ça, c'est le problème fondamental. Or, les mesures conservatoires qui peuvent être demandées, exigées même par la Cour internationale de justice, même si ensuite Israël peut tout à fait les ignorer. Mais les mesures conservatoires, la mens rea seule suffit à les justifier. Suffit, même s'il n'y avait aucun acte. C'est suffisant. Donc, je pense qu'Israël n'a pas compris l'enjeu de ce dossier, ou l'a compris trop tard. Maintenant, je pense qu'ils l'ont compris. Je pense que la défense sur la technicalité est stupide et le démontre. Je pense que vraiment, c'est pas la bonne direction. Au mieux, je pense qu'Israël peut s'en sortir en contredisant l'actus reus, en disant nos actes démontrent que nous ne sommes pas Slobodan Milosevic et Pol Pot, et que nous avons une liste d'actes qui démontrent que l'actus reus de génocide n'est pas réuni. Alors, il y a un autre problème, c'est que vous avez eu aussi une fuite, et j'insiste, cette fuite vient d'un fonctionnaire israélien. Ça veut quand même dire qu'il y a des Israéliens qui ont encore la tête sur les épaules et qui ont encore des neurones connectés en Israël, malgré l'état émotionnel attisé, soufflé actuellement, qui ont fuité à Wikileaks un plan pour évacuer la totalité de la population de Gaza en Égypte et la disperser dans différentes villes. Ne surtout pas construire à côté, surtout pas. Quel intérêt de les évacuer s'ils construisent littéralement 1 mètre plus loin à la frontière égyptienne ? Non, les disperser, c'est la dispersion qui est importante. Et ce plan indiquait une cité de tentes, des tentes, parce que le but c'était de disperser pour qu'il n'y ait plus de revendications nationales possibles à Gaza. Ça, c'est un problème aussi en termes d'actus reus. Mais bon, l'État d'Israël peut très bien dire, c'est le Likoud. C'est des fous, on les jugera. Mais là, on ne voit pas le moindre début d'ambition de cette nature. Mais je pense qu'Israël peut s'en sortir en disant « Nous allons prendre des mesures, nous allons démontrer qu'à aucun moment nous ne voulons éradiquer la population de Gaza dans son ensemble. Les déclarations qui ont été faites donneront lieu à des sanctions. Oh, ça peut être des sanctions ridicules, des amendes, des machins, mais on sanctionne. On sanctionne. Parce que c'est inacceptable. Objectivement, c'est inacceptable. Toutes les déclarations que Norman Finkelstein a compulsées et a réunies sont inacceptables dans n'importe quel pays. Donc il va falloir dire, allez, c'est pas possible. Voilà, on reconnaît que ces déclarations, elles étaient sur la base de l'émotion, elles étaient sur une sidération émotionnelle importante.
Donc amende, donc quelques jours de non-exercice, que sais-je, voilà, un truc symbolique, mais on reconnaît au moins statutairement que ces déclarations ne sont pas représentatives. Ça, c'est inévitable. Israël ne peut pas faire autrement. Si Israël fait autrement, ces déclarations-là il n'est pas possible de les oublier, fondamentalement. Alors, pour la défense de Shaw, je vais quand même noter un point important. C'est vrai que normalement, dans une affaire civile ou pénale, n'importe quel bon avocat vous dira, les amateurs parlent de plaidoirie, les professionnels parlent de procédure. C'est-à-dire que c'est comme à l'armée, hein, donc en affaires militaires, les amateurs parlent de stratégie, mais les professionnels parlent de logistique. C'est la logistique qui gagne une guerre ou pas. Si les Russes gagnent en Ukraine, c'est la logistique. On voit que la France peut produire à peine en 1 an ce que les Russes utilisent comme obus en 1 semaine. Ça, c'est de la logistique. Et c'est la logistique qui gagne une guerre. Donc, en affaires stratégiques, en affaires militaires, les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique. En affaires juridiques, les amateurs parlent de plaidoirie, les professionnels parlent de procédure. Mais c'est pas une affaire classique, civile ou pénale. C'est une affaire entre États qui implique l'ONU. C'est une affaire hautement politique. Et là, plaider la procédure, c'est stupide. Selon moi, hein, ce n'est rien comprendre, n'avoir rien compris aux enjeux de cette assignation que d'avoir tenté de plaider la procédure. Et ça va avoir des conséquences très graves pour la défense d'Israël. Je pense que la seule façon pour Israël de s'en sortir honorablement, c'est de renforcer la défense de Galit Ragouane et de dire, regardez, on fait ça, puis surtout, in futurum, à l'avenir, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et là, c'est gagné aussi pour la cause palestinienne, puisque ça veut dire, ils sont obligés de montrer au monde qu'ils ne veulent pas rayer Gaza de la carte, qu'ils ne veulent pas évacuer Gaza. Donc, c'est une victoire. Et ça, c'est une victoire qui peut être honorable pour les deux parties. C'est-à-dire, la défense, Ragouane, dit, regardez, par exemple, je vous donne un autre exemple qui explique très bien cette idée. Bill Gates a été assigné dans les années 90, à la fin des années 90, dans une affaire antitrust. Ça a détruit sa réputation, et c'est pour ça ensuite qu'il a investi dans l'OMS pour se faire passer pour un bienfaiteur de l'humanité. Mais la réputation de Bill Gates était en lambeaux fin années 90, au point que dans Matrix, vous aviez sa boîte Microsoft qui était considérée comme la boîte des agents. C'est Thomas Anderson, Neo, dans Matrix, il bosse pour Microsoft. Quasiment, le nom Microsoft n'est pas prononcé, mais c'est eux qui sont évoqués. Donc c'est pour vous donner l'idée. Bon, Bill Gates, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour montrer qu'il n'avait pas d'intention antitrust. Alors, ses emails montraient qu'il avait des intentions trust, qu'il avait des intentions anticompétitives. Tout l'accablait. Mais il a été sauvé en disant, regardez, Apple, mon concurrent, est dans une situation catastrophique. Je leur donne 300 millions. Bill Gates a investi 300 millions. À l'époque, tout le monde pensait que c'était à perte. Apple, dans les années 90, ils étaient morts. Et Bill Gates a sorti 300 millions de sa poche. Il les a donnés à Apple comme investissement, certes, mais bon, c'est plutôt un prêt d'ailleurs, je crois. Et ça a montré, et ça a décisivement joué dans son acquittement, ça a montré qu'il était pour la compétition puisqu'il investissait dans sa propre compétition. Et bien là, devant la Cour internationale de justice, Israël ne peut pas décider de la mépriser, cette cour. Ce n'est plus possible. Le niveau d'attention internationale fait que ce n'est plus possible. Donc, il va falloir que Israël attende un jugement. Et si ce jugement reconnaît qu'Israël a violé la Convention des Nations Unies contre les génocides, ça va être une catastrophe politique pour Israël. Pour qu'Israël s'en sorte, la seule façon, c'est de montrer par les actes que l'Actus Reus ne qualifie pas un génocide. Et fondamentalement, c'est ce que voulait l'Afrique du Sud, c'est ce que voulaient les pays arabes qui ont soutenu cette démarche, et ça fait que tout le monde serait content. Alors certes, le Hamas voudrait que Israël fût condamné fermement comme en violation de la Convention internationale contre le génocide, mais bon, il y a une solution où tout le monde gagne, qui peut amener la paix, qui est, Israël, c'est la solution dite bona fide, bonne foi. Alors, il va falloir faire quelques mesures symboliques aussi sur la mens rea, puisque la mens rea, alors, je vais être honnête, je ne suis pas expert en droit international, mais j'ai pris des cours de droit international quand je faisais ma thèse de diplomatie. La mens rea, Israël ne peut pas gagner. C'est aussi simple que ça. Parce qu'avec toutes ces déclarations qui sont maintenant dans le dossier, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça qu'Israël n'a pas tenté de se défendre là-dessus. Et je pense que ce soit Malcolm Shaw ou même Galit Ragouane, qui en l'occurrence, Galit Ragouane, elle est israélienne, Malcolm Shaw, il est britannique.
Mais quand Malcolm Shaw a vu ce dossier-là, il a dû faire un facepalm monumental. Parce que quand il voit des déclarations pareilles de mecs qui disent il n'y a pas d'innocents à Gaza, il faut les exterminer, évoquer Amalek, etc. Et qui voit que ça vient du Premier ministre et que ça vient ensuite jusqu'à la chaîne de commandement, jusqu'aux soldats de base. Encore une fois, pas tous les soldats. Pas tous les soldats. Mais bon, qu'il y a des soldats qui peuvent chanter comme ça et qu'il n'y a aucune conséquence. Là, ils ont dû se dire la mens rea, c'est mort. On va plaider la technicalité, c'est-à-dire le tribunal n'est pas compétent parce que l'Afrique du Sud et nous, on aurait dû régler ça au cul du camion entre potes. Ça, c'est complètement stupide d'imaginer que ça puisse aboutir. Et l'actus reus, là oui, la défense de Ragwan, elle est sérieuse. Elle dit « J'ai la preuve qu'on a fait tel convoi humanitaire, j'ai la preuve qu'on a fait telle intervention de telle manière, etc. Ça vous prouve bien que si on avait été Pol Pot ou si on avait été Milosevic, on n'aurait pas fait ça. » Bon. Je pense que c'est de loin la meilleure défense et que c'est une défense qui va dans le sens de la paix, puisqu'elle va littéralement obliger tous les cinglés, y compris le général, le chef de l'armée de l'air qui sortait ça, à mettre de l'eau dans leur vin pour obtenir les conditions d'une paix avec une solution à 2 ou 3 États. Vous faites une principauté de Gaza, comme Monaco, vous faites une république de Gaza, une cité-État, vous faites une Belgique en Cisjordanie qui aura des binationaux. Comme ça, vous n'avez pas besoin de déplacer les colons, vous leur donnez le double passeport. Voilà. Et puis, avec le rapport de force diplomatique, vous demandez au Fatah d'avaler la pilule. C'est-à-dire, ok, allez, on vous reconnaît un État, mais les colons ont double passeport. Voilà. Les maisons restent là, on les déplace pas. Simplement maintenant, ils sont dans un pays qui s'appelle la Belgique, alors qui va s'appeler la Judée-Samarie ou ce que vous voulez, qui va s'appeler le Royaume de Palestine, si vous voulez, pas de problème. Aucune chance, il n'y a pas de velléité royale là-bas, mais ok, je parle de royaume par rapport à la Belgique. La Belgique est un royaume. Et on fait une Belgique binationale tampon, qui en plus, alors rapport de force diplomatique, on va vous bourrer d'obligations de défense commune, c'est-à-dire si jamais d'aventure Israël est attaqué, ce qui peut plus vraiment arriver aujourd'hui avec la bombe atomique, mais si jamais d'aventure Israël est attaqué, on se doit assistance mutuelle, etc. Puis si vous faites pas confiance en Israël, vous mettez des casques bleus à la frontière, très bien. Ok. Ça, c'est la solution mature. Ça, c'est la solution de grandes personnes. Ça, c'est la solution d'adultes. La solution de psychopathe, de dire on va absorber tout ça, pour tout un tas de raisons religieuses, parce que fondamentalement c'est des religions religieuses. C'est Hachem nous a donné la Judée-Samarie, donc ce serait un péché que de la confier à ces animaux humains. Je cite les extraits. Bon, ça c'est... Là, faut grandir. Là, vraiment, faut grandir. Ça, c'est pas un avenir où Israël va exister dans 100 ans. Alors je sais qu'il y a certains messianistes qui pensent ça, mais je leur dis clairement que c'est pas un avenir intelligent et je peux vous trouver tout un tas de rabbins qui pensent pareil. Donc voilà, Israël n'a que 2 avenirs possibles, un avenir adulte et un avenir fou. Il faudra qu'elle décide lequel elle veut adopter. En conclusion, on a quand même la question du vote, comment les juges vont voter à la Cour internationale de justice. Alors, vous avez, à l'heure actuelle, les membres permanents du Conseil de sécurité, donc à savoir le Royaume-Uni, la France, la Chine, les États-Unis et la Russie, donc le camp des vainqueurs dans la Deuxième Guerre mondiale, qui ont tous un juge. Comment voteraient ces gens? Alors, les États-Unis, clairement contre. Le Royaume-Uni, clairement contre. La France, clairement contre pour des raisons diplomatiques. Certains ont pointé du doigt le fait que le juge envoyé par la France s'avère être de confession juive. Ça peut jouer, en effet, mais de toute façon, la France, diplomatiquement, va pas vouloir. Donc, c'est aussi simple que ça, selon moi. Et donc, je pense pas que la France va voter en faveur d'une accusation contre Israël. L'Inde est un allié naturel d'Israël, mais là, ça va quand même trop loin. Et même, c'est là que je disais, d'ailleurs, c'est à ça que je pensais quand je disais les amis d'Israël vont devenir ses ennemis. L'Inde est un allié naturel d'Israël. Là, pour le coup, la rue indienne, elle est déjà contre. Hein. C'est clair et net. Alors, la Chine, j'en parle même pas. Parlons de la Chine. Mais l'Inde n'est pas, L'Inde a un... J'ai parlé de l'Inde parce qu'elle va avoir, je crois, un juge bientôt. Mais elle n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. Par contre, la Chine... la Chine, elle a de fortes raisons de voter pour, mais... Elle sait que si elle vote pour une inculpation d'Israël ou une sanction contre Israël, ça peut lui retourner en plein visage puisqu'elle sera accusée de génocide contre les Ouïghours. Donc il est probable que la Chine ne vote pas ou s'abstienne et prenne un jugement qui soit le plus détaché possible. Donc voilà, États-Unis, France, Royaume-Uni, Chine et la Russie.
Ah, la Russie, pareil, c'est compliqué. On croit parce que l'axe Russie, Iran, etc., on croit que la Russie aurait envie de demander à son juge de sanctionner Israël. Mais d'une part, il y a beaucoup de binationaux russes israéliens. D'autre part, la Russie est aussi sous le coup d'une enquête, d'un dossier de l'ICJ pour l'Ukraine. Donc ça pourrait lui revenir au visage. Ensuite, les autres juges, c'est la Slovaquie. La Slovaquie, je ne la vois pas voter en défaveur d'Israël. Le Maroc. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Pour la rue, au Maroc en tout cas, juger en défaveur d'Israël semble inévitable. La Somalie, alors là c'est sûr, la Somalie va juger en défaveur d'Israël. L'Ouganda va juger en défaveur d'Israël. L'Inde, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas, parce que c'est un allié naturel d'Israël, mais en même temps, là, la rue indienne est déjà complètement favorable à la cause palestinienne aujourd'hui, ce qui est fou, hein, ce qui est fou. C'était pas quelque chose d'évident. La Jamaïque, je les vois totalement prendre position en défaveur d'Israël. Le Liban, ça semble évident. Le Japon, pareil, c'était pas un pays particulièrement hostile à Israël autrefois, mais là, la presse japonaise vraiment a pris des positions qui semblent assez évidentes en défaveur d'Israël. L'Allemagne, bon, elle va pas voter en défaveur d'Israël quand même, puis c'est un membre de l'Union européenne. L'Australie, c'est l'Oscanzucus, c'est le monde anglo-saxon, je les vois mal voter en défaveur, enfin prendre position, juger plutôt que voter, juger en défaveur d'Israël. Et le Brésil. Le Brésil, je les vois davantage juger en défaveur d'Israël. Bien entendu, les deux parties prenantes à cette procédure ont le droit de nommer un juge. Donc Israël a le droit de nommer un juge et l'Afrique du Sud a le droit de nommer un juge. Et pour conclure, Israël a envoyé Aaron Barak. C'est très important parce que Aaron Barak est un ennemi de Netanyahou. Ça, c'est un point très important sur lequel je voulais conclure. En politique intérieure, Aaron Barak est un ennemi de Netanyahou. Ça veut dire qu'il existe une sortie honorable pour Israël. Il existe une sortie honorable où les cinglés qui ont fait les déclarations qui aujourd'hui accablent Israël dans ce dossier sont mis à l'écart. Et leur pensée est mise à l'écart. Netanyahou est mis à l'écart aussi. Vous ne l'envoyez pas forcément en prison, vous lui mettez une peine d'inéligibilité énorme et vous l'envoyez prendre sa retraite dans un verger tranquillement où il pourra se consacrer à ce qui l'intéresse, mais vous l'écartez de la politique parce que là c'est plus possible. La situation dans laquelle il a mis Israël est tellement désastreuse qu'un Israélien lui-même, quel que soit son bord politique, doit comprendre que là c'est plus possible. Quand vous devez choisir entre votre nation, votre drapeau ou un élu qui passe, au bout d'un moment il faut prendre les décisions qui s'imposent. Donc il y a une sortie honorable pour Israël, qui est de dire, c'est le Likoud, toute cette mensréa, là c'est le Likoud et affiliés. Les propos les plus dingues, on les sanctionne d'amende, etc., de trucs symboliques, on fait une petite tape sur les doigts. Et Netanyahou, plus jamais, il touche un mandat national, ce mec. Plus jamais. Mais Ben Gvir aussi et Smotrich aussi, parce qu'ils sont aussi fêlés que lui. Alors Ben Gvir est encore plus fêlé que lui. Là, il n'y a qu'à regarder en Conseil des ministres, Ben Gvir, Netanyahou le met à l'autre bout de la table. C'est pas une blague. Hein. Bon, c'est le numéro 2 du gouvernement en termes de puissance politique. C'est le numéro 2 de la coalition. Il est à l'autre bout de la table, le mec. Parce que Netanyahou, il sait que Ben Gvir, il est complètement dingue. Bon. Et là où Gaza gagne, c'est qu'à partir de ce moment-là, vu que tous les yeux ont été braqués, chaque opération israélienne à Gaza va devoir prendre 1 milliard de pincettes et va devoir montrer à chaque fois, sous les caméras, qu'il n'y a pas l'actus reus de génocide. Et là, tout le monde gagne. Et là, vous avez ensuite plus qu'à créer des conditions de la paix. Et oui, côté gazaoui, vous mettez une petite tape sur la main du Hamas aussi. Voilà. Et puis et vous dites, ils toucheront plus un mandat politique non plus, on crée de nouveaux partis, on refait la donne, mais on rentre en négociation pour la reconnaissance de Gaza comme État souverain. S'il n'y a pas de reconnaissance de Gaza comme État souverain, Gaza, qui même du temps de l'âge du fer, n'a jamais appartenu au royaume juif de la région. Donc même en prenant des considérations qui n'ont aucune base, aucun fondement en droit international, personne ne peut dire c'est dans la Genèse, hein. Personne ne peut dire ça en droit international, ça n'existe pas. On ne peut pas citer son livre saint pour revendiquer des territoires, ça n'existe juste pas. Mais au-delà de ça, en plus c'est même pas la Genèse, c'est l'Exode. La Genèse, c'est pour envisager des justifications dans lesquelles je ne vais pas m'aventurer maintenant, mais qui sont, selon moi, totalement dangereuses. Eh bien, même en citant l'Exode, en disant, voilà, Canaan nous appartient. Non, même pendant l'âge de fer,
Le pentapôle philistin, c'était à Gaza, puis c'était même à Ashkelon et à Ashdod, hein, pour le coup. Bon. Eh ben, allez, Gaza devient une cité-État, il n'y a pas de colère divine à faire ça. Le reste, en conclusion, parce que j'ai vu d'autres déclarations que je ne vais même pas reprendre tellement elles sont folles, c'est-à-dire oui, il y a des déclarations encore plus folles que ce que j'ai vu là, et je ne vais pas les répéter parce que, selon moi, elles ont été prononcées par des gens dérangés. Et donc, quand quelqu'un est dérangé mentalement, c'est un malade, on se moque pas de lui, on les... Voilà, je vais même pas les reprendre. Mais, Richard Francis Burton disait en conclusion, le rêve de l'esclave, c'est pas d'être libre, c'est d'avoir son propre esclave. Eh bien, je vais ajouter quelqu'un qui est encore une victime dans sa psychologie la plus profonde. Son rêve, c'est pas d'être un homme libre, c'est pas d'être un homme libéré de la peur, libéré de sa condition de victime. C'est d'avoir sa propre victime. Le rêve de l'esclave n'est pas d'être libre mais d'avoir son propre esclave, c'est-à-dire un esclave qui l'est encore dans sa tête mais qui ne l'est plus par ses chaînes. Eh bien, la première chose qu'il fera, c'est de vouloir un autre esclave. Eh bien, quelqu'un qui est libéré de sa condition de victime par les armes, par l'existence d'un État, mais qui est encore resté une victime dans sa tête, pas d'un point de vue rhétorique, mais d'un point de vue psychologique. Là, son rêve, c'est d'avoir une autre victime. L'évolution de l'esclave, c'est de ne même plus désirer un autre esclave. Dans la région, il y a des options pour la paix, il y en a plein, mais maintenant, elles ne sont plus une option. Il faut les prendre ou souffrir la pire catastrophe du XXIe siècle.